L'expérience de Stanford, les dérives du pouvoir. Le mal ne naît pas seulement du choix de quelques méchants, mais du silence de beaucoup de gens bien, qui ont accepté de n'être que des rouages dans une machine qu'ils ne contrôlaient plus. La genèse d'un enfer en sous-sol. Pour comprendre l'expérience de Stanford, il faut remonter à l'été 1971. Philippe Zimbardo, un jeune psychologue social, se pose une question qui va ébranler les fondements de notre vision de la moralité. Que se passe-t-il si vous placez des personnes bonnes dans un endroit mauvais ? Zimbardo ne croit pas que le mal soit une caractéristique innée de l'individu. Pour lui, c'est le contexte, le système et le rôle que l'on nous attribue qui dictent nos actions. Pour tester cette hypothèse, il décide de transformer le sous-sol du département de psychologie de l'université de Stanford en une prison factice mais effroyablement réaliste. Il recrute 24 étudiants en bonne santé mentale et physique, sans antécédents criminels, qu'il divise de manière totalement aléatoire en deux groupes, les gardiens et les prisonniers. L'objectif initial était d'observer leur comportement pendant 2 semaines, mais personne, pas même Zimbardo, n'aurait pu prédire la vitesse à laquelle l'humanité allait s'effacer au profit de la tyrannie. Mr. Mind, Mr. Mind, please, where is my mind? Le théâtre de l'humiliation et la perte du soi. La fluidité avec laquelle l'expérience a basculé dans le cauchemar commence dès le premier jour. Pour que l'immersion soit totale, Zimbardo a fait arrêter les futurs prisonniers chez eux, par surprise, par de vrais policiers. Ils ont été fouillés, déshabillés et ont reçu un uniforme qui n'était rien d'autre qu'une blouse numérotée. Sans sous-vêtements pour accentuer leur sentiment de vulnérabilité. On leur a attaché une lourde chaîne à la cheville pour leur rappeler en permanence leur statut de captifs. De l'autre côté, les gardiens ont reçu des uniformes kaki, des sifflets et des lunettes de soleil à effet miroir pour empêcher tout contact visuel humain, créant une barrière de déshumanisation. En quelques heures, les prénoms ont disparu au profit des matricules. La fluidité de l'identité personnelle a été remplacée par une identité de rôle. Les gardiens ont commencé à se voir comme l'autorité suprême et les prisonniers comme des objets dociles ou rebelles, mais plus jamais comme des égaux. La rébellion est la naissance de la cruauté. Le deuxième jour a marqué un tournant décisif. Les prisonniers, exaspérés par l'arbitraire des règles, ont déclenché une révolte, se barricadant dans leurs cellules. La réponse des gardiens a été d'une violence psychologique inattendue. Ils ont utilisé des extincteurs pour les maîtriser, les ont forcés à rester nus et ont instauré un système de cellules de privilèges pour diviser les captifs et briser leur solidarité. C'est à ce moment que la mécanique du système a pris le dessus. Les gardiens, sans en avoir reçu l'ordre explicite, ont commencé à inventer des punitions dégradantes. Pompes forcées, privation de sommeil, obligation de nettoyer les toilettes à main nue. Ce qui est fascinant, c'est de constater que même les gardiens les plus doux au départ ont fini par se soumettre à la loi du groupe. Les sangs les plus sadiques menaient la danse. La fluidité du comportement humain s'est cristallisée dans une dynamique de domination où la compassion était vue comme une faiblesse. L'effet Lucifer, quand le système corrompt l'individu. Philippe Zimbardo a nommé ce phénomène l'effet Lucifer. Il décrit la transformation d'un individu ordinaire en bourreau sous l'influence de la situation. Dans le sous-sol de Stanford, les gardiens ne se sentaient plus responsables de leurs actes de manière individuelle. Ils agissaient pour le bien de l'ordre et de la prison. La fluidité de la conscience morale s'est évaporée derrière le masque de la fonction. Le système a créé un espace où le mal devenait la norme et la résistance une impossibilité. Zimbardo lui-même n'a pas été épargné. En tant que directeur de la prison, il a fini par s'inquiéter davantage d'une éventuelle évasion que de la santé mentale de ses étudiants, perdant son objectivité scientifique au profit de son rôle de tyran administratif. Cela prouve que personne n'est immunisé contre l'influence d'un environnement toxique si celui-ci est investi d'une autorité symbolique forte. L'effondrement psychologique est l'arrêt d'urgence. Le prix humain de l'expérience est devenu insupportable bien avant le délai prévu. Dès le premier jour, certains prisonniers ont montré des signes de détresse émotionnelle grave, de crise de larmes et de désorientation. Un participant a dû être libéré en moins de 36 heures après une véritable explosion nerveuse. Les autres prisonniers ont fini par adopter un comportement de résignation acquise, cessant de lutter et acceptant passivement les humiliations, comme si le sous-sol était devenu leur seule réalité possible.
C'est l'intervention d'une personne extérieure, Christina Malache, une doctorante qui allait devenir la future épouse de Zimbardo, qui a mis fin au massacre. En voyant les prisonniers conduits aux toilettes, la tête couverte de sacs, elle a exprimé son horreur morale. Ce regard extérieur a brisé la transe collective. L'expérience a été interrompue après seulement 6 jours, alors qu'elle devait en durer 14, laissant derrière elle des participants traumatisés et une communauté scientifique stupéfaite. Situation réelle, d'Abu Ghraib à la vie en entreprise. Les enseignements de Stanford ne se limitent pas à un sous-sol universitaire. Zimbardo a lui-même été appelé comme expert lors du scandale de la prison d'Abu Ghraib en Irak en 2004. Les photos des soldats américains humiliant des détenus étaient une réplique quasi exacte de ce qui s'était passé à Stanford. On y retrouvait les mêmes lunettes de soleil, les mêmes sacs sur la tête, la même déshumanisation par le rôle. Dans le monde civil, on retrouve cette dynamique dans certaines cultures d'entreprises toxiques ou dans les rites de bizutage extrêmes. Dès qu'un système divise les humains en catégories supérieures ou inférieures, qu'il masque les visages ou les responsabilités individuelles derrière des titres, la porte est ouverte à l'abus. La fluidité du pouvoir tend naturellement vers l'excès si aucun contre-pouvoir moral ou extérieur ne vient rappeler l'humanité commune des protagonistes. Analyse des critiques, réalité ou mise en scène. Avec le recul, l'expérience de Stanford a fait l'objet de critiques sévères sur sa méthodologie. Des recherches récentes et des témoignages suggèrent que Zimbardo aurait activement encouragé les gardiens à être fermes et que certains participants auraient joué le rôle qu'ils pensaient qu'on attendait d'eux pour aider la science. Cette nuance est cruciale, elle suggère que l'être humain ne devient pas seulement cruel par la situation seule, mais aussi par désir de complaire à l'autorité qui a conçu l'expérience. Si les résultats sont aujourd'hui nuancés, l'impact symbolique reste entier. Stanford nous enseigne que même si nous ne devenons pas tous des monstres spontanément, nous sommes terrifiamment doués pour porter le masque qu'on nous donne, surtout si ce masque nous dédouane de notre responsabilité individuelle. La fluidité entre le vrai soi et le rôle social est une frontière bien plus mince qu'on ne l'imagine. La leçon de Stanford, la vigilance comme rempart. Que retenir de ces 6 jours d'enfermement ? La leçon fondamentale est que l'éthique n'est pas un trait de caractère permanent, mais un effort de chaque instant dépendant de l'environnement. Nous aimons nous croire héroïques, mais Stanford nous montre que la plupart d'entre nous auraient sans doute été soit des prisonniers résignés, soit des gardiens complices du silence. Pour éviter que Stanford ne se répète, il est nécessaire de favoriser l'autonomie, de refuser l'anonymat et de toujours questionner la légitimité d'un système qui demande d'écraser l'autre pour fonctionner. La fluidité de la résistance commence par la capacité à dire « Ceci n'est pas un rôle, ceci est un être humain ». C'est cette conscience qui permet de rester maître de ses actes, même quand l'uniforme pèse lourd sur les épaules. Conclusion sur ce syndrome de situation. L'expérience de Stanford nous révèle la fragilité de notre enveloppe morale face à la force des rôles sociaux. Elle n'est pas la preuve que l'homme est fondamentalement mauvais, mais qu'il est incroyablement malléable selon le décor dans lequel on le place. Le véritable syndrome de Stanford est celui de l'aveuglement par le système. Quand la fonction remplace l'individu, l'empathie s'éteint au profit de la procédure. Comprendre cette expérience, c'est se donner les moyens de reconnaître les signes avant-coureurs de la tyrannie dans nos vies quotidiennes.